Bonjour à tous, petite vidéo en sachant que maintenant j'ai un super méga bon logiciel vidéo, donc je devrais pouvoir vous mettre un bon format de vidéo maintenant puisqu'ils font des formats exprès pour YouTube. Bon, la dernière fois ça n'a pas été ce que je voulais exactement, mais bon, la qualité est déjà bien meilleure, soyons honnêtes. Donc je vais vous faire une vidéo bilan de lecture et malheureusement pour vous, vous n'avez pas eu la petite vanne que j'ai faite sur la précédente version parce que j'ai le téléphone à sonner. Merci la chaudière de t'arrêter également. Bref, j'ai terminé enfin La Virginienne de Barbara Chazeribou chez les éditions de l'Archipel, et pas ce que j'ai dit dans la précédente version. Alors, ce livre, je l'avais commencé fin janvier, je pense que beaucoup ont dû se dire tiens, c'est bizarre, elle qui lit si rapidement, elle a mis un mois pour le lire. Soyons honnêtes, j'ai mis un mois. Mais en fait, j'ai voulu savourer ma lecture, prendre mon temps, et c'est surtout très intéressant puisqu'on suit Sally Hemings, une esclave noire, je ne sais même pas si elle est vraiment noire en fait, enfin de couleur de peau en tout cas, et Thomas Jefferson, elle était l'esclave de Thomas Jefferson mais également sa maîtresse. Alors c'est... Alors j'aime bien parce qu'ils disent dans la quatrième de couverture, le récit d'un amour qui a défié toutes les conventions. J'ai envie de dire oui et non, puisqu'on ne suit pas seulement leur relation amoureuse. Enfin, c'est très compliqué à définir leur relation en fait. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de se dire qu'ils s'aimaient, vu que c'était l'esclave et que c'était très très mal vu les relations entre blanc et noir. Je suis pas sûre qu'on puisse dire ça comme ça. Et en plus, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que Thomas Jefferson, à part un moment vers la fin à son point de vue, on ne lâche jamais. On a toujours celui de Sally Hemings sur Thomas Jefferson. Ce qui fait qu'on découvre un homme d'une complexité, mais d'une rare... Enfin, c'est tellement rare un homme aussi complexe. À la fois très, le président, le mec carré, etc. Et en même temps bourré de doutes, de blessures, etc. Enfin, très très fascinant. Et surtout, ça nous permet, une fois lu ce livre, même en cours de lecture, je me disais, maintenant je comprends mieux pourquoi les États-Unis sont comme ça à l'égard des populations noires. Pourquoi il y a autant de violence entre les noirs et les blancs là-bas. J'ai toujours eu du mal à comprendre, ça me paraît toujours très abstrait, et en fait, une fois que vous lisez ce livre, vous avez tout compris. Vous comprenez pourquoi les États-Unis sont ce qu'elles sont aujourd'hui, et on comprend aussi que Thomas Jefferson était loin d'être pourri, contrairement à ce que... Enfin, moi, j'ai jamais pensé que c'était pourri avec la déclaration d'indépendance, je pensais que c'était quelqu'un vraiment de bien, et en fait, non, il était bien, mais il était entouré de pourris. Donc forcément, ça n'a pas été ce qu'il voulait. Et la déclaration d'indépendance, par exemple, vous apprenez que la fin de la déclaration n'est pas ce que vous voulez, Thomas Jefferson. C'est vraiment... En plus, c'est très bien construit puisqu'on suit l'histoire... c'est découpé en plusieurs parties. Il y a une partie qui se passe en 1830 après la mort de Thomas Jefferson. Après, vous êtes dans une autre partie où c'est le début de la relation très étrange entre Sally et lui. Après, vous retournez en 1833, je crois, puis vous repartez dans... Enfin, bref. C'est très très bien construit. On a en plus des recherches, entre guillemets, du point de vue d'un avocat qui s'appelle Nathan Langdon. J'espère que je le prononce bien. Ouais, l'accent anglais et alors là, c'est même pas la peine. Euh, c'est vraiment super bien fichu. Moi, je sais, je pense que je le relirai quand même pour avoir un autre point de vue, parce que je pense que c'est le genre de livre qu'on peut lire et relire et avoir un point de vue très différent à chaque fois. En plus, c'est basé sur des témoignages, des documents d'époque, etc. Donc tout est vrai. Il y a une suite, en plus, c'est pas vraiment une suite, c'est une suite, mais basée sur l'histoire de sa fille Harriet, enfin de leur fille Harriet. Du coup, j'ai envie de la lire. Donc je pense que je me la procurerai à l'occasion. Ensuite, j'ai lu, grâce à la masse critique Babelio, alors ce livre-là, autant vous le dire, je ne l'aurais jamais acheté, et quel dommage cela aurait été. Itinéraire d'une pensée de Kai Kuo-kyang, j'espère que je prononce bien, chez l'édition Klingsik, je vais y arriver, c'est un nom très compliqué, bref. Donc en fait, quand j'ai vu Guo Qiang, j'ai pensé à je sais plus, c'est l'illustrateur ou scénariste d'une BD que j'ai lu, que j'adore, qui s'appelle Le sixième Dalai Lama. Et je pensais que c'était lui, mais apparemment c'est pas lui du tout. Mais ça reste quand même un artiste chinois dont je connais vaguement le travail, puisqu'il a travaillé il a participé aux cérémonies d'ouverture et de clôture des JO de Pékin.
Donc c'est vous dire le niveau. Et je connaissais certaines de ses œuvres pyrotechniques, puisqu'il travaille souvent avec de la poudre de feu d'artifice pour ses œuvres. Et en lisant ce livre, déjà au début, j'ai dit mais amen, j'apprends des tas de choses sur le feng shui, puisque c'est un adepte du feng shui, on apprend ses méthodes de travail, etc. Mais il n'y a rien de professionnel, c'est vraiment fait pour le plus grand public. Et en plus de ça, ce que j'ai adoré, c'est qu'on voit ses œuvres, et il y a des œuvres que rêverais de voir de mes propres yeux, quoi. Parce qu'il y en a, c'est... Et il a une équipe, alors il disait que... En plus, ça va être mon ami, parce qu'il dit clairement que il a une équipe autour de lui exclusivement féminine, parce que les hommes... Il expliquait un truc, il disait que autant les femmes prennent le temps d'apprendre, etc., et d'écouter, autant les hommes... Je sais plus, il expliquait un truc par rapport aux hommes, ils disent ça passe pas, j'arrive pas à travailler avec eux. Ça m'a fait un peu rire du coup, et c'était vraiment fascinant de lire ce livre. Je pensais pas que je le lirais en une demi-journée. Je m'étais dit, je vais galérer à le lire. Puis, enfin, pour un essai, enfin, c'est un documentaire, donc vous dites, ça, faut lire doucement. En fait, pas du tout. C'est d'une fluidité, enfin, bref. Et là, par exemple, une des œuvres qu'il a faites en musée. Alors, malheureusement, la plupart de ses œuvres, je pense, sont exposées soit à Taïwan, soit aux États-Unis, je pense. Donc, si je veux les voir, il va falloir que je mette de l'argent de côté. Voilà. Moi, celle que je veux le plus voir, c'est celle en rapport avec les trois royaumes. C'est l'une des premières dont on parle, si ce n'est la première. Et je sais plus le nom, comme j'ai pas retenu les noms anglais dont il parle, j'ai essayé de vous la trouver là tout de suite. Parce que celle-là, enfin moi je suis fascinée par l'époque des trois royaumes. Faut que j'achète les livres d'ailleurs, parce que j'ai vu le film, mais le film à mon avis est bien bonifié. Et par rapport à, je sais pas si vous avez vu le film Les Trois Royaumes, il y a un passage où ils ont besoin de flèches et ils envoient des bateaux face à l'ennemi. Et ils font en sorte que l'ennemi envoie des flèches sur les bateaux et ça donne ceci. Et il a fait cette œuvre-là pour justement se souvenir de cette époque historique. Il a expliqué aussi pourquoi, mais ce que j'aime bien chez lui, c'est que pour lui, la critique d'art n'est pas utile. Pour lui, à partir du moment où la personne qui se trouve face à l'œuvre a un ressenti, c'est gagné. Et il considère que peu importe ce qu'on ressent, même si c'est pas la même chose que celui qui a fait l'œuvre, c'est gagné. Il dit personne n'a tort, personne n'a raison, que ce soit public ou les professionnels. Donc c'est quelqu'un qui vraiment est fascinant. J'espère pouvoir voir ses œuvres un jour, sincèrement. Si vous savez où est-ce qu'il y a des œuvres exposées de lui, n'hésitez pas à me le dire parce que moi j'aimerais bien voir, sérieusement. Ensuite, j'ai lu les 3 derniers tomes de la saga Dernière Heure de la mangaka Yu, qui est malheureusement décédée en juillet 2017. Je voulais terminer cette saga, alors elle est dure, hein. Sincèrement, si vous voulez lire un truc sympa, réjouissant, non, vous lisez pas ça. Hein. C'est quand même des enfants qui ont 14 ans en moyenne qu'on envoie à la guerre, même des plus jeunes au fil du temps. Donc c'est pas joyeux du tout. Et alors par contre, petit reproche, c'est que je vous la montre pas moi volontairement, mais si vous allez voir, vous allez vous spoiler. Quand j'ai vu la couverture du dernier tome, j'ai dit bon, voilà, j'ai compris comment la se terminer. Et ça se termine exactement comme je le pensais. Donc je suis un petit chouïa déçue. Alors après, sur la couverture, hein, parce que le reste est vraiment bien fait. En plus, j'avais oublié que c'était de la science-fiction, donc tout le temps que je lisais le manga, je me disais oh c'est bien et tout. Enfin pas c'est bien, mais c'est réel. On y croit vraiment, quoi. On se croirait vraiment dans une guerre. Et dans le dernier tome, on apprend la raison de cette guerre. C'est pourquoi on lit le manga en fait. Pourquoi ils font la guerre? Même les gamins ne savent pas, les adultes, le peu d'adultes qu'il y a, ne savent pas. Et quand on l'apprend, mais alors le choc quoi. C'est un choc, mais pas possible. Ça vous met une... Allez, prends-toi ça dans la figure et puis c'est tout. Et c'est dur. Par contre, c'est vraiment très très dur à lire. Il n'y a pas d'image violente en soi. Enfin, il n'y en a pas beaucoup en tout cas. Par rapport, si on prend la fillette au drapeau blanc, il n'y a rien. Je veux dire, il n'y a vraiment rien. Mais il est quand même psychologiquement très très dur. C'est des gamins qui vivent sur une île qui n'est pas touchée par la guerre et qui doivent partir à la guerre et on ne sait pas s'ils reviennent. Et au fil du temps, on vous montre, il y a une page où on vous montre tous les gamins qui sont décédés parvenus. Et le prof aussi qui est obligé de leur mentir plus ou moins, enfin pas de leur mentir mais de leur cacher la vérité, de leur dire mais à la limite je suis adulte, ce sera à moi de partir. Et non, c'est moi qui vous envoie à la mort quoi. C'est vraiment violent et surprenant.
et intense, très intense. Donc voilà, si vous voulez vous en prendre plein la figure, lisez. Si vous êtes sensible, trop sensible, ne lisez pas. Ensuite, j'ai lu... Ah, il n'y a pas d'autres mangas, je pensais qu'il y en avait d'autres. La fille qui mentait pour de vrai de Catherine Grieve, chez Rouergue, édition de la collection Dos à Dos. Catherine Grieve, j'aime beaucoup ce qu'elle fait d'habitude. Enfin là, j'ai bien aimé aussi, mais je sais pas, il m'a manqué quelque chose, je pense. Je suis restée peut-être trop en retrait par rapport au livre. Parce que l'héroïne qui s'appelle Kim passe son temps à mentir, elle ment tout le temps, pour rien. C'est devenu même, c'est comme l'air qu'elle respire, c'est devenu d'un naturel incroyable. Mais personne ne la croit forcément parce qu'ils ont pris l'habitude qu'elle mente. Mais il y a une explication à ça, et tout au long du livre, on découvre les différentes raisons qui la poussent à mentir, qui sont touchantes. On la comprend, on comprend pourquoi. Et en même temps, je sais pas, je suis restée... Peut-être parce qu'elle-même est très en retrait vis-à-vis d'elle-même, elle ne sait pas qui elle est, je pense. Je pense que c'est surtout ça. Elle ne sait pas qui elle est, qui elle a envie d'être aussi. Et elle n'a pas de modèle... Enfin, quand je vois sa mère, je pense qu'elle n'a pas un modèle, le modèle qu'elle voudrait avoir, féminin en tout cas. Et il y a son petit frère que j'ai beaucoup aimé. Alors après, il reste sympa comme livre, mais quand je connais la capacité à Catherine Grieve de nous emmener dans ses bouquins, je m'attendais à mieux quand même. Bon après, sur quelqu'un qui passe son temps à mentir, qui est paumé, qui sait pas où elle va, qui sait pas ce qu'elle veut, si elle préfère les hommes ou les femmes, ce genre de choses. Donc elle sait vraiment rien. Et elle va faire une belle rencontre. D'ailleurs, j'aurais bien aimé que le personnage qui va l'aider plus ou moins, je sais pas si on peut dire qu'il l'aide vraiment, mais moi c'est mon point de vue. Et j'aurais aimé qu'il soit plus poussé, plus travaillé, parce que je pense que ça aurait été vraiment sympa de voir l'évolution entre les deux, leur amitié. Je pense que ça aurait été vraiment intéressant. Et enfin, alors celui-là, je sais pas du tout ce que je vais... Enfin, ces deux-là, je sais pas ce que je vais vous en dire. Ça faisait longtemps qu'il traînait dans ma palle, donc j'ai dit, ils vont vite à lire, allez, sérieux, tu peux pas. La saga de Lily-Goth, les 2 premiers tomes chez Milan. Il me manque le dernier que je lirai parce que je trouve cette série super sympa. Alors oui, c'est très jeunesse. Hein. Si vous attendez un truc super folichon, non, vous lisez pas ça. Mais si vous avez envie de vous détendre, voilà, vous lisez ça, c'est sympa. Puis enfin, l'objet de livre, il est juste... Vous voyez ça, vous? Moi, j'adore les livres avec des liserés comme ça. J'aurais tendance à les acheter juste pour les liserés, mais c'est pas très sage hein, comme raison. Puis à l'intérieur, c'est pareil, vous avez un travail. En plus, c'est en relief. J'avais pas capté que c'était en relief. C'est vraiment en relief l'intérieur. Vous avez des illustrations magnifiques. Et surtout, à la fin, là, par rapport au personnage qui est concerné autour de Lily, il y avait un petit carnet sur l'histoire du personnage. Et là, par exemple, c'était une souris, donc voilà. Et la souris, elle est trop mignonne. Alors, si ma mère regarde la vidéo, elle déteste les souris, je m'excuse, mais voilà. Donc c'est une série vraiment sympathique, touchante, amusante aussi un peu. Pas méchante. Il y a en plus c'est très fantastique dans le sens où vous avez un vampire, vous avez... À un moment il y a quoi comme bestiole? Il y a des fantômes, beaucoup de fantômes. Et en plus ce qui est super amusant c'est qu'il y a beaucoup de jeux de mots au cours du livre, au cours des 2 livres, sur des références, que ce soit littéraires, artistiques... il y a du cinéma, de la peinture, il y a énormément de références données au cours du livre, même sur de l'architecture. Il y a des trucs, je suis sûre que c'est inspiré de, je sais pas, de Versailles, de Grand Palais ou ce genre de choses. Je suis sûre. Hein. Après, il faut les avoir les références. Mais je pense qu'un gamin qui va lire ça, il va se dire « Oh, c'est vrai !» Il va parler à son père, avec ses parents, il va dire « Ah, ça c'est quoi, machin ?» Il va chercher, il va pas trouver, il va dire « Bah, c'est inventé. » Mais en fait... si on change quelques lettres, ça change tout. Je trouve ça super marrant, super intéressant et ça met un peu du plomb dans la cervelle des gamins. En même temps, ça donne aussi de belles morales sur l'acceptation de la différence, la tolérance, l'entraide, ce genre de choses. C'est tout mignon, sympa, sans fioriture. Il manque le dernier. Donc mon libraire, je pense qu'il est dans son rayon. Donc cher libraire, quand je viendrai, je sais pas encore quand. Quand je viendrai, je l'achèterai. Voilà. Donc le premier c'est avec une souris, le deuxième avec un ours. Enfin une ours. Super touchante l'ours, sérieusement. Et on la verra pas dans le tome 3 je pense, donc elle va me manquer. Donc voilà, donc en vrai voilà, je vous ai fait 5 en tout, je trouve.
5 décryptages si je peux dire. Et en tout ça me fait quand même plus que ça, hein. Ça me fait 5, 6, 7, 8 bouquins de lus. Je suis contente, je suis fière de moi. Là je vais commencer un roman parce que j'ai dit c'est bien les lectures courtes mais il faut commencer à sérieux à déblayer parce que derrière là par exemple la caméra ça craint des gens, voilà. Donc je vais vous laisser là, je vais aller essayer de décrypter comment je vais mettre la vidéo correctement et je vais vous dire à très bientôt et bonne journée.